La troisième intervention, André Ferrara, qui est chirurgien orthopédiste à Lyon, nos collègues aussi. Et vous savez qu'en chirurgie orthopédique, on a besoin de beaucoup de matériel, notamment beaucoup de matériel ancillaire, beaucoup d'implants, etc. Alors peut-on diminuer l'utilisation de tous ces matériels en chirurgie orthopédique, notamment en chirurgie prothétique, et puis l'impact économique peut-être de tout ça. Voilà, André Ferrara va nous parler de l'instrumentation à usage unique. Merci Jacques, mesdames, messieurs les académiciens. Je suis heureux d'enchaîner sur la présentation précédente puisqu'on a parlé d'infection. Alors effectivement, il y a ce problème de taille d'incision et puis il y a la manipulation des implants. Alors, comme je suis orthopédiste, je vais partir autour d'un sujet d'orthopédie, mais bien évidemment, l'usage unique, c'est quelque chose qui concerne toute la chirurgie. Alors, l'usage unique, c'est bien sûr pas... par définition, c'est non destiné à être utilisé plus d'une fois. Alors ça paraît évident pour les implants, évidemment, c'est devenu indispensable en bloc pour les champs, pour le bistouri. Ça l'est un petit peu moins pour le matériel ancillaire que l'on va utiliser. Est-ce que c'est pas un mot d'habitude? Est-ce que c'est trop coûteux? Est-ce qu'on pense que c'est imprécis ou tout simplement inutile? Il faut quand même se rappeler que lorsqu'on parle d'ancillaire en orthopédie, je sais si nous sommes des mécaniciens qui aimons le nombre d'instruments, il y a parfois 3, 4, 6, 8 boîtes qui peuvent être préparées avant une intervention. Et on regarde un petit peu ici, il y a 9 étapes avant que l'on puisse opérer, de la stérilisation, depuis le conditionnement, le transport, etc. C'est très important, il y a une multiplication d'acteurs, de responsabilités, bien évidemment. Ça complexifie le trajet, un petit peu comme pour l'alimentation. Il peut y avoir une rupture de la chaîne du froid, par exemple, en alimentation. On pourra avoir un peu la même problématique avec la rupture de la chaîne de la décontamination pour les instruments. Alors, bien sûr, le législateur s'est penché là-dessus. Il y a un certain nombre d'obligations dans la matériaux-vigilance, et en particulier une obligation de traçabilité. Traçabilité qui va concerner évidemment les implants, et on sait ô combien, avec l'historique judiciaire que nous avons, combien cela peut être important de pouvoir remonter à la source de la fabrication d'un implant, mais également il y a maintenant une obligation de traçabilité du matériel que l'on utilise au bloc opératoire. Il faut pouvoir dire qu'il y a un an, lorsque j'ai opéré, c'était avec un matériel qui a été stérilisé à telle date, contrôlé par telle personne, avec une sorte de certification. Alors, tout cela, bien sûr, passe par une gestion des risques qui va dépendre d'un certain nombre de responsables. Et en premier lieu, évidemment, le pharmacien de l'établissement qui doit assurer la sécurisation du circuit des dispositifs médicaux, de leur stérilisation, et qui suit donc un certain nombre de dispositifs, mais également, bien évidemment, le personnel du bloc opératoire, et en premier lieu, l'infirmière de bloc opératoire qui va participer à la préparation du champ opératoire, ou en tout cas de la salle opératoire, et puis évidemment le chirurgien, qui est quand même en dernier lieu le responsable de tout ce qui s'est passé auparavant et qui doit s'assurer que ce qu'il utilise est évidemment bien stérilisé et décontaminé. Alors tous peuvent être salariés d'établissement si c'est un établissement public, le chirurgien peut être responsable de lui-même s'il exerce en libéral. Alors, on peut essayer de diminuer les instruments, et avoir ce qu'on appelle les instruments à usage unique, jetables, comme le rasoir jetable. On se rend compte, en regardant la littérature, que finalement il y a peu d'articles, en tout cas en orthopédie, qui s'intéressent à ce sujet. Et si on regarde rapidement tous les mots-clés qui apparaissent, on voit tout de suite apparaître effectivement la notion d'infection. On se dit, est-ce que ça va permettre d'améliorer le risque contaminatoire d'un champ opératoire? Peut-être. Et puis on voit aussi apparaître la notion, en effet, comme l'a souligné Jacques, la notion économique. Est-ce que cela a un coût ou est-ce qu'au contraire, cela permet de faire des bénéfices? Alors si je prends l'exemple de la mise en place d'une prothèse à deux hanches, un peu plus précis dans l'orthopédie, et en particulier de la mise en place d'un implant acétabulaire, il y a un certain nombre d'étapes qui vont du fraisage pour préparer la place de l'implant, l'impaction de cet implant. Il faut s'assurer bien sûr qu'il est bien stérilisé. Et puis, nous sommes dans une discipline où il y a des implants dits à double mobilité, dans lesquels il faut impacter une tête, je vous montrerai après, dans un insert en polyéthylène. Et c'est encore une phase supplémentaire de manipulation, et puis également de risque de faire tomber ne serait-ce qu'un des éléments. Alors c'est pour cela que ce système Quattro, dont je vais vous parler, a essayé d'avoir deux directions principales: simplifier et sécuriser le circuit ancillaire, et puis répondre à ces points clés dont je vais parler, s'assurer que le fraisage est de bonne qualité, que l'on peut bien positionner et placer notre implant sans risque de contamination et sans que l'on abîme l'implant en question.
Alors vous voyez, sur votre gauche, les ancillaires, là il y a 2 boîtes, il peut y en avoir plus. À droite, on a une boîte en carton et un impacteur qui sera le seul instrument que l'on va récupérer. Donc on va passer finalement d'un processus où il y avait 9 étapes avant la chirurgie, où il n'y en a plus que 3, le réassortiment, la réception, le stockage, et ensuite on va l'ouvrir en salle opératoire comme on ouvre n'importe quelle boîte d'implant. Le fraisage, c'est un point sur lequel nous n'avons pas encore complètement travaillé, mais le fraisage à usage unique aussi serait intéressant, avec des fraises qu'on utilise une seule fois, on sera certain de la qualité, qu'on fait avec Jacques et notre équipe. Un certain nombre d'études qui ont montré que plus on utilise des fraises, mais malheureusement évidemment, plus elles s'usent. Et après on va forcer, comme tout bon mécanicien, on va forcer un petit peu trop et on va ovaliser. Et ce qu'on voulait être rond, plus on va le creuser, moins il va être rond. Et donc, c'est vrai qu'il faut avoir une bonne qualité de fraisage. Mais en tout cas, il faut au moins, à défaut d'avoir des fraises à génie, savoir exactement quelle taille on va devoir fraiser pour ne pas effondrer l'os tout en ayant une bonne qualité après d'impaction. Et puis on voit ici que l'implant, qui n'est pas pour l'instant pris à usage unique, est utilisé avec un impacteur métallique qui nous permet de le positionner comme on le souhaite, mais il peut y avoir des fluides qui passent bien évidemment avant même qu'on ait placé l'implant sur l'impacteur. C'est pas toujours très facile à nettoyer ces impacteurs, qui ont une scène de pompe, de fixation, et puis ils peuvent également se décoapter. Alors c'est pour cela que dans un premier lieu, l'implant définitif a un impacteur qui est inclus dans son positionnement, qui a été mis en usine. On est certain de l'étanchéité lorsque le vin s'en sert. Donc on va pouvoir le poser, l'impacter, et ensuite, en général en vidant le vide, en ouvrant le vide qui est dans l'implant, eh bien on peut enlever le préhenseur, et de ce fait on aura positionné l'implant sans jamais le toucher à l'intérieur. C'est la partie qui va servir à la mobilité articulaire. C'est important aussi de ne pas faire d'effraction sur la qualité du polissage du métal, et puis ça permet donc effectivement d'éviter tout risque. Et puis donc voilà, l'étape dans la mobilité, c'est très spécifique à cet implant. Il y a une tête qu'il faut impacter pour qu'elle puisse se mobiliser à l'intérieur de l'insert. Bien, cette étape nécessite de forcer. Il y a un risque d'abord de rupture de la zone dite de rétreint. Et puis en même temps, dans cette manipulation, cela peut tomber, ça monte de l'énergie. Bon, ça encore, les orthopédistes n'en montent pas, heureusement, mais effectivement, il y a un risque infectieux à ce moment-là. Alors on voit pourquoi il est important d'avoir une impaction qui soit régulière, c'est qu'il y a une déformation du plastique de synthèse. Et là, dans cette image d'éléments finis, on voit les zones en vert qui doivent rester normalement sans déformation importante lorsque la tête rentre, puisque vous savez qu'il y a d'abord un phénomène de déformation élastique, puis plastique, puis des fractures. Fractures des chaînes de polyéthylène, des chaînes de base du plastique de synthèse. Si c'est le cas, bien sûr, on ne le voit pas lorsqu'on va réaliser l'impaction. En revanche, on risque bien évidemment d'avoir une usure précoce à 5 ans, 10 ans, 15 ans, et ensuite une détérioration de l'implant. Donc, voilà tout l'intérêt de cette impaction contrôlée, et elle sera contrôlée en usine, avec un moyen qui va être donc robotisé et surtout répété de manière bien formalisée, pour déjà assurer. Alors on voit ici rapidement le fraisage, donc on va rapidement, après avoir coupé la tête du fémur, mesurer celle-ci fraisée. On a une tête de 50, alors certains vont choisir de fraiser à 50, d'autres à 52 mm, mais en tout cas, on a une précision du fraisage. On va ensuite utiliser un implant d'essai. Là, c'est tout. On a ouvert la boîte d'usage unique. On va monter sur le porte-implant, le seul ancillaire qui va être restérilisé ensuite, et ça permet de savoir si la qualité est ronde. Alors certains veulent que l'impacteur d'essai bloque à l'intérieur, d'autres préfèrent le voir tourner sans être accroché. Ça, c'est pas une question de technique chirurgicale, mais au moins on peut contrôler ce qui a été fait. Et puis ensuite, on va pouvoir impacter cet ancillaire définitif. Comme vous voyez, je vous l'ai déjà expliqué, l'impacteur est pré-monté en usine. On peut l'orienter. C'est important en chirurgie, c'est même très important de l'orienter correctement, d'impacter, puisqu'on est dans le contexte du press-fit. On va impacter une cupule de 53 mm en pratique dans un fraisage de 52. On utilise la viscoélasticité de l'os pour avoir une fixation qui soit définitive. Et puis ensuite, on a enfin des longueurs d'essai, puisqu'on aura préparé entre-temps le fémur, et pour ajuster exactement la longueur de notre inférieur, vous savez qu'en orthopédie, et en particulier en chirurgie de la hanche, le contrôle de la longueur est absolument essentiel, et on va faire des essais avec les 3 tailles disponibles, ce qui permet de savoir exactement quel est le meilleur choix à faire. Et enfin, pour encore éviter une manipulation, on aura l'insert définitif, prémonté avec la tête. Vous avez vu, il y avait un petit préhenseur qui permet
de le prendre, alors là on est simplement obligé de manipuler, de l'impacter sur le cône définitif de la prothèse, et ensuite on va réduire tout cela. Voilà un petit peu rapidement présenté, ce qui habituellement nécessite 2 tables d'instrumentation. On a vu une petite boîte en carton. Alors ça facilite beaucoup de choses, hein, la checklist, obligatoire depuis 2010, comme on le sait, parce que moi sur le contrôle lancillaire, on est beaucoup plus rapide et on sait si l'on a ou on n'a pas. On a plus, en tout cas on n'a pas ce risque des boîtes mouillées concernant les boîtes lancillaires, c'est que ça pose un problème tous les jours au bloc opératoire. On va gagner du temps pour la préparation de la table opératoire, également entre 2 interventions. Malheureusement, bien sûr, il faut plus de stockage, puisqu'il faut autant de préparation et de boîtes que de taille qui sont éventuellement nécessaires pour différents patients. Nous allons au clair. Alors, l'impact médico-économique, bien sûr, est important. Jacques Hatton, c'est bien qui est ici, avait commencé il y a déjà longtemps à regarder le prix de la décontamination, de la stérilisation. Il avait noté qu'avec 2 boîtes d'ancillaires en moins par prothèse opérée, il en faisait beaucoup, comme on essaye aussi d'en faire beaucoup, et bien c'est en faisant une économie analytique, une comptabilité analytique, il en arrivait à environ 60 € par chariot de stérilisation, ce qui est quand même non négligeable. Sébastien Lustig, qui préside cette séance, avait fait un travail similaire, cette fois concernant les râpes de préparation du fémur. C'est tout à fait comparable. Et il avait regardé un certain nombre de choses. Il n'y a pas beaucoup de différences. La durée opératoire n'est pas spécialement différente. Les pertes sanguines sont très comparables, l'hospitalisation également. En revanche, bien sûr, il y a une différence significative pour le nombre d'instruments utilisés, évidemment, et puis pour la durée de préparation. Tout cela, là encore, avec une analyse analytique réalisée au sein de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, montrait qu'on avait environ 54 € d'économie par intervention. Ça ne paraît pas énorme, mais c'est pas si mal. J'ai personnellement aussi réalisé une étude, 50 cas consécutifs après une période d'apprentissage, et là encore, avec le pharmacien de mon établissement, nous avons essayé de faire un peu un calcul, là encore analytique, de l'intérêt de cet ancillaire à usage unique. Il y a eu effectivement au départ quelques petites erreurs, ça fait partie de la courbe de l'apprentissage. Alors, oui, il y a bien sûr un gain, il y a aussi des pertes. Des pertes, c'est les déchets. Bien sûr, il y a plus de cartons. Il y a plus de cartons contaminés. Donc on va augmenter le risque le nombre de déchets contaminés en moyenne de 55 grammes. Il faut savoir que ces déchets d'activité de soins à risque qui sont éliminés selon des contrats qui sont bien sûr payants, et c'est 335 € la tonne. 55 grammes par rapport à une tonne, peu de choses, me direz-vous, mais avec le nombre d'interventions annuelles, effectivement, cela devient significatif. Donc un peu plus de déchets. Par contre, eh bien, on a un intérêt. C'est stérilisé en industrie, donc en général sous irradiation, alors qu'habituellement on le fait par l'autoclave. Et un cycle d'autoclave, c'est 4 fois 250 litres. C'est 1000 litres. Alors on a parlé d'économie financière, on a parlé d'économie, entre guillemets, bactérienne, mais aussi un intérêt écologique. Parce qu'il faut voir l'eau qui passe et qu'on va utiliser, ne serait-ce déjà pour commencer à laver les instruments et ensuite dans l'autoclave. Et puis, effectivement, comme on va avoir moins de choses à emporter, il y a moins de transport, et puis un bilan carbone qui peut être fait pour un aller-retour. 55 km, c'est, dans mon établissement, la distance aller-retour entre l'entreprise qui fournit l'ancillaire et donc la clinique. Et donc on voit qu'il y a aussi une empreinte carbone. Vous savez, quand vous prenez l'avion, on vous dit combien vous dépensez, quelle est votre empreinte carbone, ben là aussi il y en a. Au total, aussi, si on regarde bien, il y a une économie de poids. Une boîte, c'est environ 5 kg. 2 boîtes de moins, ben pour les e-bottes, c'est quand même intéressant. Elles ont 10 kg de moins de manutention. Et comme disait l'humoriste, quand vous prenez une boîte de 5 kg, vous prenez un premier chariot, vous mettez sur un second chariot, puis après vous la mettez sur une table, puis après de la table, etc. À la fin, ça fait 50 kg ou plus. Il y a un petit peu un gain de temps sur les 50 interventions en moyenne, 6 minutes. Bon, 6 minutes, c'est 20 €. Ok, ça peut paraître un peu dérisoire, c'est pas complètement inutile. On a vu qu'il y avait malheureusement donc, des déchets cartonnés augmentés, mais surtout, après 4 prothèses de hanche, on a gagné une charge d'autoclave, c'est-à-dire quand même 1000 litres d'eau, et vous le voyez, je rejoins un peu ce qui a été dit précédemment, un petit peu moins, 36 € économisés par prothèse totale de hanche. Donc au total, on voit que cet usage unique, c'est un gain de temps, un peu, mais c'est quand même toujours intéressant. C'est une sécurité en un matériel qui est toujours neuf. Et on sait également quel était son trajet au préalable. Il est disponible, ou il ne l'est pas, non, on le sait tout de suite. Il est stérilisé industriellement, et puis il est surtout traçable. Très important la traçabilité, parce que lorsque l'on a une infection derrière, elle peut survenir 1 an, 5 ans après, on ressort un dossier. Il est évident que c'est difficile, ce rapide, c'est tout ce qui s'est passé
traçabilité est utile. Alors la solution usagenique demeure encore une exception dans notre spécialité. Sébastien pourra peut-être faire un commentaire sur son expérience avec les rats. Il n'avait pas été, je crois, enchanté parce que la sensation manuelle, chirurgicale, n'était pas idéale. À l'époque, on va parler de robot dans le chirurgical, parce que ça sera de toute façon inévitable. Je pense qu'on va dépasser ce simple stade de feeling et qu'on va avoir besoin d'usage unique. Donc c'est un développement qui est certainement exponentiel parce qu'il a une logique économique, il a une logique technique et il a une logique environnementale. On n'est pas forcément des écologistes intégristes, mais on y croit un petit peu. Maintenant, est-ce que augmenter le consommable n'est pas nous rendre un peu consuméristes? C'est la question qu'on peut se poser. Et je vous remercie de votre attention. Merci André. Alors, vous avez vu que l'usage unique en orthopédie est en train d'arriver assez fort. C'est pour des contraintes, toutes celles que tu as évoquées, hein, pas seulement économiques, mais organisationnelles. Enfin, il y a plein d'autres aspects. Juste pour entamer la discussion, je rebondis sur ce que tu avais dit. Effectivement, quand on avait fait cette étude, nous c'était sur la hanche, la sensation qu'on a, l'orthopédiste il a l'habitude de taper sur du métal, globalement, avec un marteau, souvent, et la transmission de la vibration, on s'y est habitué. Et quand on passe à des instruments qui sont à usage unique, notamment c'était des râpes pour préparer les prothèses de hanche, la sensation elle est différente. Et du coup, on est un peu perdu. Et on s'est retrouvé à plus savoir si on était à la bonne taille, si on était, est-ce qu'il fallait taper plus fort, moins fort. Et on a eu quelques gags au départ, notamment des fractures de fémur, parce que, vous vous souvenez tous, quand on met une prothèse de hanche, on enfonce une râpe, et on s'adapte à la qualité de l'os, on est habitué à ça, et là on passe par une râpe qui a un peu d'élasticité, et on est un peu perturbé. Et c'est vrai que c'est un paramètre que tu as évoqué, et donc si on se met à utiliser que l'usage unique, il va falloir qu'on se réhabitue un peu à ça. Et au départ, il y aura des gens qui vont être réticents, probablement. Je pense que j'aime bien ce que vous dites, parce que je vais vous raconter quelque chose. Quand on faisait des gaz du sang, avec une seringue qui montait en verre, et je me tourne vers les plus vieux d'assistance, les gaz du sang c'était facile. Puis quand sont apparus les seringues en plastique, on a été pollués, les infirmières ne voulaient pas faire les gaz du sang. Donc si vous voulez, c'est complètement logique. Donc là, l'histoire par contre qui m'intéresse dans votre propos, c'est qu'on est en train en plus de rediscuter le bloc opératoire de demain, et vous l'avez évoqué, c'est le problème du stockage et de l'évacuation. Je veux vous dire pour la génération que la plupart qui sont ici ont connu le linge quand on est passé au papier, les chambres quand on est passé au papier, le soir dans un bloc opératoire, les volumes de papier, et en plus après il y aura le volume de matériel, etc. Les pinces qu'on utilise en chirurgie viscérale, c'est un stock tout de suite. Donc c'est une problème de stratégie plus que de concept, parce que vous savez que maintenant il y a même des films de célioscope, il y a des firmes qui travaillent sur des célioscopes à usage unique. Quand on sait que le prix d'une fibre optique, quand on casse un célioscope dans un bloc opératoire, c'est un drame. Or, si on nous vend un célioscope qui vaut 150 ou 200 €, ça coûtera moins cher d'acheter ce genre de choses. Donc, voilà. Donc je pense que, moi je vous félicite à titre personnel, même en étant pas orthopédiste, parce que je ne sais pas ce qu'en pense mon voisin, mais l'usage unique, quand est-ce qu'on aura la voiture à usage unique, si vous voulez, on va partager dans notre société l'usage unique de façon... Donc ce ne sera pas le chirurgien à usage unique, ça peut-être. Encore que je comprendrais, le plastique, il le recycle, non? C'est ça, c'est recyclable. Alors, la boîte de carton dans laquelle on va ouvrir, elle va partir dans le déchet qui va être recyclé. Mais par contre, dès qu'un déchet est contaminé, c'est-à-dire dès qu'il a été posé sur la table opératoire, c'est obligé de le considérer comme un déchet contaminé, même s'il n'a pas de sang. Et donc à ce moment-là, il part dans le circuit de lasserie. C'est un peu le problème. C'est ce que j'ai dit. C'est vraiment le seul problème. De la même façon que si on a des fraises à oui, mais je pense que comme on est encore un peu nouveau dans cette expérience, pour l'instant on est un petit peu systématique. Mais tu as raison, je pense qu'on doit pouvoir après trouver le matin. Et que je parlais des fraises à usage unique, pareil, ce sont quand même des métaux cette fois qui ont été au contact de liquide biologique, ça ne sera pas récupérable. Mais est-ce qu'il y a des ferrailleurs qui en effet pourront les récupérer? C'est une question, il faudra un jour se poser cette question. Et s'il n'y a pas d'autres commentaires là-dessus, je te remercie infiniment, André, de cette communication qui est tout à fait intéressante. Étant donné qu'il nous reste 1 heure et 3 comme encore, on va peut-être passer à la suite. Si tu n'attendais pas. Merci encore pour ce beau travail.